Il volait à 15 mètres au-dessus de l'eau, ce qui n'est pas facile dans un avion tel que le leur, même par un jour de beau temps. Ils s'en sortaient parce qu'ils avaient été formés pour travailler en équipe. 7 hommes en tout, chacun avec une tâche bien définie. L'un était aux commandes de l'avion, l'autre contrôlait les lumières et vérifiait la hauteur au-dessus de l'eau. Le troisième dirigeait la navigation, tandis que les autres veillaient aux apparitions ennemies. Ce travail d'équipe coordonné avec une telle efficacité représente un exploit fascinant. Si aujourd'hui des missions analogues devaient être accomplies, les difficultés à surmonter resteraient sensiblement les mêmes qu'il y a 50 ans. Une bombe spéciale serait nécessaire pour atteindre la cible. Mais il paraît difficile qu'une bombe aussi massive que celle transportée à bord du Lancaster puisse être utilisée à notre époque. Malgré l'équipement électronique sophistiqué des avions de combat modernes, de sérieux problèmes se poseraient avant de pouvoir casser un barrage au point vulnérable. En définitive, en dépit des progrès techniques réalisés depuis la fin du deuxième conflit mondial, une telle mission exigerait encore une préparation rigoureuse. Si une telle opération devait être menée à bien de nos jours, ce serait encore une prouesse remarquable. Dès 1937, l'état-major de l'armée de l'air britannique envisagea une attaque de la zone industrialisée de la Ruhr, considérée comme un élément vital de la puissante machine de guerre nazie. 3000 sorties seraient nécessaires pour détruire les principaux centres industriels. Le comité chargé de l'étude suggéra alors un plan différent. En accord avec les généraux de l'armée de l'air, qui considéraient que la destruction de 45 objectifs défendus pourrait se révéler difficile, il fit la proposition suivante. Pourquoi ne pas chercher à atteindre 3 cibles seulement au lieu de 45? Le choix se fixa sur les barrages de la Meune, de l'Eder et du Somme. Faire sauter ces 3 barrages aurait pour conséquence la destruction de toute la zone industrielle de la Ruhr. Des millions de mètres cubes d'eau seraient en effet libérés. Il en résulterait d'énormes inondations et un arrêt des stations hydroélectriques. La production industrielle s'en trouverait inévitablement affectée. Le commandement des bombardiers souleva une objection de taille. Les bombes actuellement en service n'étaient pas suffisamment puissantes pour détruire des ouvrages d'un tel volume. L'épaisseur du barrage était en effet de 10 mètres au point d'explosion de la bombe. Il apparut dès lors évident que la Royal Air Force n'était pas en mesure d'effectuer une telle attaque. La plus lourde des bombes dont son arsenal disposait n'excédait pas 250 kilos. De plus, les techniques de navigation de l'époque manquaient de précision. L'équipement de la RAF était parfaitement inadéquat pour mener à terme un projet aussi ambitieux. En 1941, un rapport du ministère de l'Air confirma en chiffres cette dernière allégation. Selon lui, un bombardier sur 10 seulement parviendrait à atteindre l'objectif. En dépit de ces objections, l'idée de détruire les barrages ne fut pas abandonnée. Des tests furent effectués afin de déterminer la quantité d'explosifs requise pour entamer ces énormes structures bétonnées. Indépendamment des recherches menées par les services de l'armée de l'air, un ingénieur aéronautique, Barnes Wallis, étudiait les moyens de détruire les sources naturelles d'énergie. Barnes Wallis avait eu l'idée d'un avion nouveau, le Wellington.
La structure de cet avion était spéciale et lui conférait une très grande résistance par rapport à son poids. L'avion pouvait aussi résister à des avaries de combat considérables. De nombreux pilotes reconnaissent qu'ils doivent la vie à sa remarquable contexture. Parallèlement, et après quelques tâtonnements infructueux, Wallis produisit l'ébauche d'un projet pour la fabrication d'une bombe capable de produire les effets voulus. Larguée d'une altitude suffisamment haute, elle atteindrait 2 fois la vitesse du son avant d'entrer en collision avec le sol, qu'elle pénétrerait sur près de 30 mètres pour finalement exploser. Wallis tirait de son étude la conclusion suivante. Les dommages étaient causés par l'onde de choc produite par la bombe dans le sol lors de son explosion et non pas par l'expansion des gaz libérés. Si la bombe pouvait ainsi pénétrer la Terre, la force de l'explosion, prisonnière dans le sol, engendrerait un véritable petit tremblement de terre. Heureux de cette découverte, Barnes Wallis entreprit de modifier le plan initial du Wellington afin d'y intégrer sa dernière invention. Il étudia différents types de bombardiers, notamment ceux à 4 ou 6 moteurs, comme cet avion, le Victory Bomber, d'une conception analogue à celle du Wellington, mais capable de transporter la grosse bombe de 10 tonnes qu'il avait imaginée. Le maréchal de l'air, Sir Wilfred Freeman, émit un certain nombre d'objections. La bombe était inutilisable sans la fabrication d'un nouveau type de bombardier au sein des forces aériennes britanniques. Or, la construction de tels engins n'irait pas sans interférer avec la production en cours. De plus, un tel processus s'étendait généralement sur une période de 6 ans. L'Angleterre étant alors en guerre, il était exclu qu'elle puisse adopter un projet aussi coûteux qu'ambitieux. Après 1 an de délibération, l'état-major de l'armée de l'air rejeta finalement les 2 propositions de Barnes Wallis. Dans le même temps, les essais conduits sur différents modèles de barrages se poursuivaient sans grand succès. Les scientifiques en étaient arrivés à la conclusion suivante. Une charge explosive d'environ 7500 kg, explosant à quelques 30 mètres du pied du barrage, causerait de sévères dommages à l'édifice, mais ne suffirait pas à fracturer l'ensemble de la structure. De son côté, Wallis s'entêta dans ses recherches. Il s'ingéniait à découvrir un moyen efficace pour larguer une bombe contenant une charge explosive importante sans avoir recours à de nouveaux avions. Pendant la guerre, il y avait pas mal de petits génies, plus ou moins fantaisistes, qui espéraient que leurs idées nouvelles permettraient de mieux combattre l'ennemi. Barnes Wallis n'était pas le seul inventeur de son époque, mais ses brillantes inventions, comme celle du Wellington, lui ouvrirent les portes de l'état-major de l'armée de l'air et permirent la fabrication de la bombe rebondissante Dambuster. Plus tard, Wallis expliqua lors d'une interview que cette dernière idée lui était venue à l'esprit dès 1942. Il s'agissait d'un engin conçu spécialement pour ricocher sur l'eau et qui, au terme d'une série de rebondissements successifs, exploserait sur ou à proximité du barrage. En avril 1942, il effectua les premières expériences dans le jardin de sa maison, dans le Surrey, au sud de Londres. Au début, mes expériences se déroulaient dans mon propre jardin. J'utilisais alors la baignoire de la famille et je tirais de petites balles de cette taille à l'aide d'une catapulte qui ricochait au contact de l'eau. Wallis entreprit de pousser un peu plus loin ses recherches dans un laboratoire où l'on testait les bateaux dans un immense réservoir.
Il fit alors fabriquer un projectile au mouvement rotatif. Ce mouvement de rotation donnait à la bombe plus de champ, et lors des tests, Wallis constata qu'il bénéficiait ainsi d'une plus grande liberté d'action pour la larguer sur l'objectif. De plus, le mouvement de rotation permettait à la bombe de se maintenir sur les parois du mur sur lequel elle était projetée. En pratique, la bombe devait exploser au contact du barrage à une profondeur de 10 mètres, profondeur à laquelle la déflagration était programmée. Collins, le chef de l'équipe de recherche à Hammonsworth, décida de tenter une explosion sur un barrage fictif. La structure entière fut soufflée sous le coup de la déflagration. Il ne suffisait que d'une charge explosive relativement faible pour réaliser un tel exploit, pourvu qu'au moment de l'explosion, la bombe soit en contact du béton. On calcula qu'une charge explosive de 3750 kg était suffisante pour détruire le barrage. Ce poids correspondait juste aux capacités d'emport du dernier né des bombardiers de l'armée de l'air, le Lancaster. Vint ensuite l'étape suivante. La tenue du projectile en mouvement allait être vérifiée lors de son largage dans les airs. Pour cette ultime expérience, un Wellington fut spécialement affrété et les tests débutèrent en septembre 1942 sur une plage du Dorset. Dans un premier temps, ils ne furent guère concluants. L'enveloppe de la bombe test vola en éclats au contact de l'eau. Les chercheurs se remirent alors à l'étude. Dès janvier 1943, ils pouvaient témoigner des progrès accomplis. Les maquettes de bois sphériques rebondissaient une vingtaine de fois sur une distance d'1 kilomètre environ. C'était mieux que ce dont ils rêvaient. On donna des noms de code aux deux versions de l'arme secrète de Wallis. Highball, la plus petite des deux, pouvait être utilisée contre les cuirassés allemands, tandis que Upkeep, la plus grande, était destinée au barrage de la zone industrielle de la Ruhr. Le maréchal de l'air, Sir Arthur Harris, instruit de l'opération, émit les plus grandes réserves. De plus, assurait-il, la guerre serait terminée bien avant la conclusion des essais. Toutefois, certaines personnalités officielles firent preuve d'un peu plus d'enthousiasme, et des ordres furent donnés pour modifier 3 appareils Lancaster. L'opération devait se dérouler rapidement. L'époque la plus propice pour conduire l'attaque se situait au moment où les réservoirs des barrages étaient pleins, ce qui arrivait en mai. Il n'y avait donc pas de temps à perdre. Je faisais partie d'une petite équipe que Barnes Wallis avait formée et nous devions mettre la bombe au point. À l'origine, l'enveloppe de la bombe Upkeep se composait de lattes de bois et le tout prenait vaguement la forme d'une sphère d'un peu plus de 2 mètres de diamètre. Au début, Barnes travaillait sur des modèles à petite échelle, d'environ la moitié de la taille du projectile expérimental largué du Wellington. Les lattes de bois étaient fixées à l'aide de boulons sur la partie métallique pour former une courbe autour de la bombe même. Ici, le diamètre est d'environ 1,15 mètre, mais le maximum serait de 2 mètres. Lorsque l'on procéda aux premiers essais à partir du bombardier Lancaster, l'enveloppe de bois se brisa au contact de l'eau, et il ne restait plus guère de temps pour trouver une solution à ce problème. Sur ce film, on remarque bien le bois qui vole en éclats, et la partie métallique continuant sa course en rebondissant sur l'eau, comme Barnes l'avait calculé pour un projectile de forme ronde. Du coup, il en oublia son concept initial et se concentra sur une forme cylindrique, analogue à celle constituant la bombe elle-même.
C'est cette version finale de la bombe Dam Buster qui fut larguée sur les barrages. Les chercheurs se heurtèrent alors à un nouvel obstacle. Le nouveau cylindre volait régulièrement en éclats pour ensuite s'en aller couler au fond de l'eau. L'altitude du bombardier effectuant l'opération devait donc être réduite sous peine de condamner le projet à l'échec. On voit ici des pilotes de Vickers de l'escadron 617 testant la bombe Upkeep, celle-là même utilisée lors des fameux raids Dam Busters. Voici tous les premiers essais réalisés avec Upkeep dans sa forme finale. La bombe est ici larguée d'une altitude de 50 mètres, donc de bien trop haut puisque la bombe ne rebondit absolument pas. Dans un même temps, les Mosquitoes poursuivaient leurs essais avec les Highball en Écosse. En dépit de ces nombreuses expériences, les deux versions de la bombe étaient constamment sujettes à problème. Les avions ne pouvaient procéder à leur largage sans rencontrer de multiples difficultés d'ordre technique. Aucune des bombes ne fonctionnait comme prévu. Highball, la bombe anti-cuirassée, se révéla un échec. Bien que le projet initial ait subi de nombreuses modifications jusqu'à la fin de la guerre, la bombe ne fut jamais utilisée. Il n'en fut pas de même pour la bombe Upkeep. Un escadron spécial fut créé au sein de la RAF, à Scampton. Il fut initialement baptisé Escadron X et le jeune lieutenant-colonel Gibson s'en vit confier le commandement. Gibson avait été décoré du Distinguished Service Order et du Distinguished Flying Cross pour service rendu. Il n'avait que 24 ans. Au matin du 27 mars, les membres du personnel volant et non volant furent convoqués à Scampton, au total 700 hommes, qui n'avaient pas la moindre idée de l'opération projetée. Le secret fut gardé jusqu'au dernier moment. 2 jours plus tard, la lettre X fut remplacée par le chiffre 617 et les ordres arrivèrent. Ils étaient ainsi rédigés. L'escadron 617 sera chargé de conduire une série d'attaques contre plusieurs cibles peu défendues. Ces attaques, qui devront impérativement être effectuées en pleine nuit, exigeront une navigation à basse altitude au-dessus du territoire ennemi. Le 16 mars, Gibson survola le réservoir de Derwent, près de Sheffield, aux commandes d'un Lancaster, dans le but de tester sa capacité à voler à faible altitude. L'expérience effectuée dans la journée se révéla concluante en dépit des collines et des fumées industrielles produites par les usines des environs. Lorsqu'il procéda à une seconde tentative au crépuscule cette fois, il évita de peu la catastrophe. Il y avait grand besoin d'entraînement intensif. Gibson m'affirma que tout ce que je devais savoir à ce stade, c'est que l'attaque serait menée à très basse altitude et que l'entraînement inclurait plusieurs exercices en vol groupé. Jusque-là, nous avions bien accompli 1 ou 2 vols à basse altitude, mais jamais accompagnés d'autres appareils. La réalisation d'une telle opération, aux commandes d'un Lancaster, relevait de la virtuosité et nous avions besoin de beaucoup de pratique. Les avions furent équipés de matériel ultramoderne en provenance des États-Unis. Il consistait en des filtres de celluloïd bleu, spécialement conçus pour que les pilotes puissent bénéficier d'une meilleure visibilité dans la nuit. Les filtres furent fixés sur le pare-brise et les hublots de l'appareil. L'équipage devait porter des lunettes au vert orangé. 50 mètres nous paraissaient tellement bas, sans compter que nous devions opérer à cette altitude par groupe de 3 avions. L'instinct jouait un rôle primordial.
À cette époque, les altimètres ne bénéficiaient pas de la même fiabilité qu'aujourd'hui, en particulier lorsque l'altitude était aussi faible que celle-là. Il nous fallait deviner la hauteur, et cela représentait la plus grande des difficultés à surmonter. Il y avait toutes sortes d'obstacles, des arbres, des câbles électriques à haute tension et même des ballons. À cette altitude, la moindre négligence conduisait à la catastrophe. À l'origine, l'arme était conçue pour être larguée à une altitude de 50 mètres. Mais pour améliorer la précision, il a paru vite nécessaire de la fixer à 20 mètres. Dans cette séquence, on se rend bien compte des difficultés que cela engendrait, et tout particulièrement le déséquilibre subi par l'appareil lorsque la bombe entrait en contact avec l'eau et en faisait rejaillir l'écume. Maintenir une altitude de 20 mètres de nuit au-dessus de l'eau constituait une tâche délicate et hasardeuse. C'est pourquoi diverses solutions furent envisagées, dont l'une consistait à faire remorquer par l'avion un câble de la longueur requise. Mais elles ne donnèrent aucun résultat. Finalement, le directeur des recherches scientifiques au ministère de la Production Aéronautique eut une idée de génie. Il se souvint qu'en 1942, le Coastal Command avait introduit l'usage des projecteurs pour faciliter le largage de grenades anti-sous-marines. Cette tentative ne fut d'aucune utilité dans des mers les plus généralement houleuses et le Coastal Command abandonna le système. Cependant, les eaux des réservoirs des barrages, elles, étaient lisses. Des projecteurs furent installés sur les ailes gauches des avions de façon à former un 8 sur l'eau. Ainsi, le navigateur avait la possibilité de diriger le pilote en scrutant simplement à travers les hublots dans la partie gauche de la cabine de pilotage. Il était primordial de larguer la bombe en un point précis, à bonne distance du barrage. Pour cela, le bombardier utilisait une méthode fort simple, comme l'indique la maquette que l'on voit ici. Il portait le viseur à ses yeux et devait aligner les deux crans du diviseur sur les tours jumelles du barrage. Lorsque l'alignement était réalisé, il fallait alors larguer la bombe. Il s'agissait d'un principe élémentaire de triangulation. Ces images illustrent les énormes difficultés rencontrées par les scientifiques et les pilotes pour larguer la bombe au moment exact. Ici, l'avion vire très rapidement après avoir effectué le largage. Comme on peut le voir, la bombe fut probablement larguée un peu trop loin du point initialement visé et n'atteint pas tout à fait la plage. Ceux qui se souviennent de la prestation de Michael Redgrave dans le film Dam Busters reconnaîtront ici les gestes de Barnes Wallis, tandis que les spectateurs encouragent le projectile à atteindre sa cible. Nous n'avons fait aucun exercice avec Upkeep. Toute la connaissance que nous possédions de la bombe elle-même se résumait à un engin factice, avec laquelle nous eûmes à simuler une attaque. 2 jours avant l'opération, nous n'avions toujours pas la moindre idée de ce qui allait être nos objectifs. Le but du raid était gardé secret. Il nous fut divulgué le jour de l'attaque, pas avant. Ce film est unique. Il est possible d'apercevoir l'appareil de Guy Gibson quelques jours avant le raid, identifiable grâce à la lettre G, son immatriculation personnelle figurant sous le sigle de la RAF. Un par un, les 25 Lancaster, dont la structure avait été légèrement modifiée pour l'occasion, arrivèrent à Scampton durant le mois d'avril. Le dernier se posa juste un jour avant le raid. La tourelle supérieure avait été supprimée de façon à réduire le poids de l'appareil. Les trappes de la soute étaient sorties et 2 supports en forme de V furent installés pour soutenir la volumineuse bombe. Le tout était lié par une courroie à un moteur hydraulique installé dans le fuselage. Quelques jours avant le raid, les bombes spéciales arrivèrent à Scampton. La version finale de Upkeep se présentait sous forme d'un cylindre long d'environ 1,50 m et de 1,30 m de diamètre. Elle pesait 4800 kg et contenait 3300 kg d'un explosif résistant à l'eau, le Torpex. Grâce au petit fusible hydrostatique contenu dans les 3 trous que l'on aperçoit ici, la bombe était programmée pour exploser dans l'eau à une profondeur donnée. Cette dernière avait été calculée par Wallis et représentait en fait la ligne d'intersection entre le mur du barrage et le sol des réservoirs.
Lorsque les plombs sautaient, la mine explosait, fracturant le béton du barrage. En théorie, celui-ci devait céder sous la pression de l'eau. Le processus d'attaque représentait l'effort de toute une équipe. Le pilote était responsable de la direction. Le navigateur vérifiait la hauteur, le mécanicien volant veillait à la vitesse de l'appareil, tandis que le bombardier déterminait la distance. 2 mitrailleurs étaient chargés de riposter aux attaques ennemies. Le dimanche 16 mai 1943, les aviateurs reçurent des instructions détaillées. Durant la journée, les membres des équipages se rassemblèrent pour étudier les maquettes des barrages de la Meune et du Sorpe, ainsi que des photographies et des plans de routes à emprunter. Ces réunions donnèrent lieu à de nombreux débats qui se prolongèrent pendant 5 heures, sans discontinuer. Les prévisions météorologiques étaient satisfaisantes. L'opération allait être lancée. 19 Lancaster décolleront en 3 vagues. Une première vague, aux ordres du lieutenant-colonel Gibson, constituée de 9 avions, s'envolera à 21h28 par groupe de 3. Leurs objectifs sont les barrages de la Meune et de l'Eder. Ensuite, 5 autres Lancaster, constituant la deuxième vague, décolleront 10 minutes plus tard pour attaquer le barrage du Sorpe. Les 5 derniers bombardiers, constituant la force de réserve et la troisième vague, seront engagés en fonction des circonstances. Une tension près raide succéda à l'excitation générale. Les hommes réalisaient pleinement à présent l'extrême difficulté que représentait cette opération inédite. Le sergent Garcevitch marquait sa bombe à l'aide d'une craie. Jamais on n'avait autant compté sur un si petit nombre d'hommes. Cette inscription de Garcevitch prit par la suite un caractère poignant. Il faisait partie de ceux qui ne revinrent pas. La lampe verte venait de signaler que le temps était venu. L'opération Chastise était déclenchée. Le meilleur réglage de la manette des gaz pour le décollage est au maximum, au cran 12 comme vous pouvez le constater sur ces cadrans. La queue de l'avion se soulève. À présent, on roule. Il faut assurer la stabilité de l'appareil en actionnant doucement la manette des gaz jusqu'à ce que la vitesse de décollage soit atteinte. On relâche alors le manche et l'avion est à présent en vol. Nous nous élevons maintenant au-dessus des clôtures. Les avions rencontrèrent des vents bien plus forts que ceux auxquels ils s'attendaient. Ils abordèrent en conséquence les côtes ennemies plus tard que prévu, et qui plus est au mauvais endroit. Survolant une île particulièrement bien défendue, ils durent modifier leur itinéraire en toute hâte. Les avions volaient à une si basse altitude qu'il était impossible de bénéficier d'une navigation rigoureuse. Ils s'écartèrent du parcours prévu à plusieurs reprises. En plus de ces problèmes, ils durent affronter des tirs de DCA.
Gibson se vit contraint d'interrompre le silence radio lorsque les bombardiers furent repérés par 12 projecteurs à l'est de Dortmund. Le second groupe de 3 avions conduits par le commandant Young rencontra des problèmes similaires. Cependant, les 6 premiers bombardiers arrivèrent à destination relativement indemnes. Le troisième groupe fut moins chanceux. L'appareil du lieutenant Hastal fut atteint par les tirs de DCA et s'écrasa en flammes. Les 7 hommes de l'équipage furent tués sur le coup. Toute tentative d'abandon de l'avion avait été rendue impossible en raison de sa faible altitude. Au moment du drame, Gibson, Martin et Hopgood venaient de repérer la cible A, le barrage de la Meune. La colossale structure bétonnée retenait quelques 132 millions de mètres cubes d'eau et paraissait indestructible. Conformément aux prévisions, il n'y avait ni projecteur ni ballon, mais les appareils essuyèrent quantité de tirs groupés. Les mitrailleurs en poste sur les tours situées au-dessus des vannes du barrage pouvaient presque tirer horizontalement sur les attaquants. La bombe tournait sur elle-même sous l'avion et l'appareil en ressentait si bien les vibrations que cela en devenait alarmant. Cela n'empêchait pas les membres de l'équipage de se concentrer sur leurs tâches. La bombe rebondit sur l'eau à 3 reprises et explosa après une dizaine de secondes. La déflagration souleva une masse d'eau énorme, mais le barrage demeurait intact. C'était au tour de Hopgood d'attaquer. Cette fois-ci, l'effet de surprise échoua. Les artilleurs allemands réussirent à atteindre le Lancaster à plusieurs reprises. Les 2 moteurs de l'aile gauche furent endommagés. Dans la confusion, la bombe Upkeep fut larguée trop tard et après avoir rebondi sur le sommet du barrage, elle a explosé à proximité de la station hydraulique. Tout l'équipage du premier Lancaster avait été témoin de cet échec. L'appareil s'éleva avec difficulté jusqu'à 150 mètres, puis explosa. Plus tard, l'on devait apprendre que 2 des membres de l'équipage avaient sauté in extremis de l'avion en flammes. Comment diable avaient-ils pu ouvrir leur parachute? Cela reste un mystère. Bien que consternés, les équipages des autres avions suivaient avec attention la manœuvre de leurs collègues. Martin s'élança à son tour. Gibson participa également à l'action en devançant Martin de manière à détourner l'attention des artilleurs allemands. En dépit de cet appui courageux, le bombardier attaquant fut endommagé. La bombe dévia vers la gauche et une fois de plus, la déflagration ne produisit aucun résultat satisfaisant. Un retentissant « c'est loupé » fut émis. L'ingénieur allemand en charge de la station de la Meune fut averti du raid aérien mené contre le barrage. Il réalisa immédiatement les conséquences désastreuses qu'une telle attaque impliquait si, par malheur, la structure était touchée. Il téléphona en hâte à ses supérieurs pour les avertir de la menace qui planait sur la vallée de la Meune. Ceux-ci dédaignèrent les recommandations de l'ingénieur et les habitants de la vallée ne furent pas évacués. Pendant ce temps, Young, passant au-dessus des tirs, atteignait les réservoirs du barrage. Cette fois-ci, les mitrailleurs de Gibson ripostèrent aux tirs allemands, tandis que la bombe de Young, après avoir rebondi 3 fois, coula et explosa au contact du mur. Une immense masse d'eau jaillit bien au-dessus du mur du barrage pour s'écraser avec fracas dans le bassin de compensation. La muraille se fissura de part en part et explosa au centre sous l'irrésistible pression de l'eau. Les flots déchaînés envahirent la vallée, entraînant et noyant tout sur leur passage.
C'était étrange et fascinant. Ils étaient partis de 3 fois rien, et pourtant, ils étaient venus à bout de la première des cibles et avaient réussi à fracturer cet énorme mur de béton. Sur le moment, l'équipage du Lancaster contempla à bonne distance l'étendue du désastre, sans trop en réaliser la portée. Après l'exécution du raid contre le barrage de la Mone, les avions se dirigèrent vers le barrage de l'Eder. À cette époque de l'année, une sorte de brouillard humide envahissait les vallées. Les équipages pensaient avoir repéré leur cible, mais ils se rendirent rapidement compte qu'ils s'étaient trompés. Ils étaient complètement perdus dans la brume. Gibson nous appela. « Où es-tu, David? Où es-tu » Et j'ai répondu, « Eh bien, en fait, je crois que pour le moment, nous sommes perdus. » Il dit alors, « On va monter un peu, puis je vais faire feu une fois, et tu pourras te repérer. » Cette confusion générale fut de courte durée, et finalement les avions trouvèrent leur cible. Le barrage de l'Eder était niché au bas d'une colline escarpée, tout au bout d'un long réservoir aux courbes sinueuses. La structure n'était pas défendue, mais l'extrême irrégularité du terrain rendait l'attaque très difficile. Les avions descendirent en planant autour des réservoirs d'eau, au-dessus desquels ils devaient remettre les gaz. Ils bénéficiaient d'une distance d'environ 6 à 700 mètres pour parvenir à la vitesse de 400 km à l'heure. Il était impératif d'atteindre cette vitesse, 400 mètres, avant le mur du barrage qui se trouvait devant eux. Shannon tenta à 3 reprises de larguer la bombe sans succès. Les embruns devant le barrage empêchaient l'appareil de se maintenir à la hauteur requise. Le temps s'écoulait. Maudsley fit une tentative. Le largage de la bombe s'effectua trop tard. Elle entra en collision avec le parapet du barrage à la vitesse de l'éclair, puis explosa. Gibson nous appela et demanda si tout allait bien. Maudsley répondit d'une voix blanche, « Oui, oui, je crois que oui. » À peine eut-il prononcé cette phrase que l'avion s'écrasa, entraînant dans la mort l'ensemble de l'équipage. L'avion, endommagé par l'explosion, avait sans doute heurté une colline, un câble de haute tension ou quelque chose comme cela. Juste après, c'était au tour de Shannon de relancer l'attaque. Après 2 tentatives ratées, et alors qu'il franchissait une fois de plus la colline, l'un des mitrailleurs à l'arrière s'est exclamé « Je crois que tu l'as eu, je crois que tu l'as eu !» Shannon avait entamé la structure. Knight tenta alors une approche de 15 degrés à gauche par rapport à la ligne de Shannon. La bombe rebondit par 3 fois et explosa contre le mur. Cette fois-ci, le coup avait été bien cadré et le mur entier s'écroula. Tout le monde exultait. Ils avaient subi pas mal de pertes pour en venir à bout, mais au moins, ils avaient réussi leurs 2 missions. L'eau se précipitait dans les vallées, emportant tout sur son passage. Mais un désastre se préparait. La seconde vague de 5 Lancaster devait attaquer le barrage du Sorp. Celui-ci était conçu différemment des barrages de la Meune et de l'Eder. Le mur du barrage dépassait si peu la surface de l'eau qu'il était à craindre que la bombe ricoche au-dessus pour exploser de l'autre côté sans faire de dégâts. En conséquence, les pilotes furent chargés de longer le mur du barrage et de larguer la bombe directement contre la structure, aussi près du centre que possible. En route pour le barrage du Sorp, 2 des Lancaster furent descendus et 2 autres furent forcés de retourner à leur base.
Le dernier Lancaster restant était piloté par le lieutenant McCarthy. Celui-ci rendit compte de la présence d'avions ennemis patrouillant le long des côtes. Par chance, ces derniers parcouraient le ciel 300 mètres plus haut que les Lancaster et ne purent les repérer. L'opération était rendue d'autant plus difficile qu'un brouillard épais masquait la cible. Pour attaquer le barrage sur sa longueur, l'appareil devait éviter le clocher d'une église qui barrait fâcheusement la ligne d'attaque. 10 tentatives furent effectuées avant que l'équipage puisse déterminer une ligne correcte ainsi que l'altitude parfaite pour le largage de la bombe. La structure du barrage fut endommagée mais pas fracturée. Brown, un des pilotes de la force de réserve, se heurta aux mêmes difficultés. De plus, il distinguait mal les positions de l'autre avion dans le brouillard. Il lança quelques fusées éclairantes afin d'indiquer sa position. Je suis arrivé du mauvais côté, derrière le mur, juste par ici. Et bien sûr, le temps que je réalise mon erreur, j'étais déjà au-dessus du bâtiment. Devant moi, il y avait cette très grande colline, et au fur et à mesure que je la remontais, la vitesse de l'avion décroissait rapidement. L'appareil commença à vibrer, et je me suis dit, si tu ne tournes pas maintenant, tu es bon pour la catastrophe. À la 6e tentative, la bombe fut larguée, causant des dommages importants au sommet du barrage. Cependant, le mur ne présentait pas la moindre brèche. Cette tentative avortée devait donner lieu par la suite à de nombreux débats entre scientifiques portant sur les qualités de la bombe Upkeep. Les hommes de l'art s'accordèrent néanmoins sur le fait que le barrage du Sorpe aurait dû rester en dehors de l'opération Chastise. Sans les effets produits par la rotation de la bombe, le largage de cette dernière ne pouvait donner aucun résultat tangible. Une autre invention de Wallis, la bombe à forte pénétration, surnommée Tall Boy, fut utilisée sur le même barrage l'année suivante et ne réussit pas davantage à fracturer le béton. Cette dernière bombe, ainsi qu'une version plus lourde, Grand Slam, contribuèrent toutefois à la réussite de quelques opérations conduites durant les derniers mois de la guerre. Le 19 mars 1945, le viaduc d'Arnsberg fut attaqué à 6 reprises. Le viaduc représentait l'un des 3 moyens de communication que les Allemands empruntaient pour fuir la Ruhr. Les offensives contre le viaduc, le cuirassé Tirpitz et les rampes de lancement de V2 furent toutes couronnées de succès. Lorsque le dernier avion engagé dans l'opération Chastise attaqua le barrage du Sorpe, la bombe explosa en ne provoquant que des dégâts superficiels. L'aube allait poindre et Townsend retourna à sa base. Bien que le barrage du Sorpe n'ait pas été détruit, l'opération Chastise avait été un grand succès. En 12 heures, quelques 116 millions de mètres cubes d'eau se répandirent en un gigantesque raz-de-marée, une vague infernale d'une hauteur de 10 mètres. La liste des destructions dans les vallées de la Meune et de la Ruhr est longue. En tout, 11 usines furent entièrement détruites et 114 grandement endommagées. 2822 hectares de terre cultivée furent noyés sous les flots. 25 voies de communication, routes, ponts, chemins de fer furent anéantis, tandis que 21 autres étaient rendues impraticables. Sans compter les pompes à essence, les conduites d'eau, de gaz, d'électricité, emportées par le raz-de-marée. Les pertes humaines étaient plus importantes encore. La vallée de la Meune enregistra à elle seule un total de 1294 morts et blessés qui payèrent de leur vie ou de leur santé le prix de la guerre. 92 maisons furent détruites et 971 sérieusement endommagées. L'ambiance générale à la base de Scampton était sombre en ce 17 mai 1943. Des 19 avions qui participèrent au raid, seulement 11 revinrent à la base. 57 hommes d'équipage avaient disparu. Gibson se vit conférer la Victoria Cross et fut retiré du front. Il y retourna volontairement et fut abattu en Rhénanie en septembre 1943.
Barnes-Wallis exulta quand il apprit que 2 barrages avaient cédé. Mais lorsqu'il réalisa que plusieurs équipages avaient péri en exécutant l'opération, il se mit à pleurer. Il n'avait pas voulu la mort de ces jeunes hommes. Cette expérience douloureuse marqua considérablement le travail de Barnes-Wallis dans les années qui suivirent. Ces nouveaux plans étaient conçus pour ne pas mettre en danger la vie des pilotes ou de l'équipage. Le meilleur exemple que l'on puisse en donner est son avion expérimental, conçu après la guerre, selon un plan que l'on peut qualifier de visionnaire. Il avait à sa disposition des dizaines de pilotes, prêts à en effectuer les essais, mais il répugna de faire appel à eux, craignant de mettre leur vie en jeu. Il conçut un avion, Wild Goose, qui pouvait prendre l'air avec le seul pilote, mais finalement annula sa construction. À la place, il se concentra sur un projet de contrôle radio. Nous sommes ici dans la chambre stratosphère que Wallis fit construire peu après la guerre. Il s'ingéniait alors à mettre au point un avion supersonique aux ailes rétractables, capable de couvrir d'un trait des distances considérables. Vous avez ici le modèle expérimental Swallow, avec ses ailes repliées, comme un vol supersonique l'exigeait, puis dépliées pour le vol subsonique, le décollage et l'atterrissage. C'est en fait le principe de base des Tornadoes qui sont aujourd'hui en service dans la Royal Air Force. Si les raids permirent d'atteindre une partie des objectifs, les critiques fusèrent de toutes parts, dénonçant la faible portée militaire de ces actions si coûteuses en hommes. Les Allemands avaient en effet réparé les barrages dès l'automne 1943, mais cette conclusion un peu trop hâtive ne tient pas compte des effets indirects obtenus par les raids Dam Buster. Les Allemands durent en effet utiliser une nombreuse main-d'œuvre pour réparer les barrages, ce qui gêna leur effort de guerre. Des mesures de défense furent prises pour protéger ces barrages et 10 000 hommes furent engagés dans ce processus. En Grande-Bretagne, le concept de grosse bombe fut définitivement adopté. De plus, ce succès servit la propagande des Alliés. Des photographies des bâtiments et des édifices détruits furent publiées dans tous les journaux et des tracts, en vantant les résultats, furent lancés au-dessus du territoire ennemi. Pour toutes ces raisons, on peut estimer que l'opération Chastise contribua de manière non négligeable à la victoire des Alliés en Europe.
L'hiver 1943 prit fin par une grande victoire à Stalingrad, où toute une armée allemande fut capturée. Depuis Stalingrad, le vent a tourné. L'armée rouge a désormais l'initiative. Humilié, Hitler a soif de vengeance. Il veut l'assouvir en verrouillant la base du saillant de Koursk afin d'exterminer les armées russes à l'intérieur. Il échafaude à cet effet un plan nommé Opération Citadelle. Le 15 avril 1943, Hitler appelle à une victoire. Elle sera une source lumineuse d'inspiration pour le monde, affirme-t-il. L'Allemagne nazie jure solennellement de la remporter. Les renforts, comme surgissant d'un puits sans fond, sont expédiés vers l'Est par trains entiers. La production d'armes allemandes a rebondi avec l'exploitation de l'abondante main-d'œuvre réquisitionnée dans tous les territoires occupés. Les usines d'aviation sortent, en 1943, une fois et demie plus d'avions qu'en 1942. Le double de chars quitte les chaînes de montage. Nouveau, plus rapide, plus performant, doté d'un blindage plus épais, les Panthères Mark V et les Tigres Mark IV sont les meilleurs chars fabriqués par l'Allemagne. Sur les terrains d'essai, ils paraissent invincibles. Aucun obstacle ne semble les arrêter. La Wehrmacht masse des troupes. L'opération Citadelle, conçue par Hitler, prévoit 2 attaques simultanées, l'une au nord du saillant et l'autre au sud. Les Russes, qui épient les concentrations de troupes et de matériel allemand, les évaluent à 900 000 hommes, 2700 chars, 10 000 canons, plus de 2000 avions.
Au Kremlin, le haut commandement soviétique étudie les scénarios possibles. Il a le choix entre attaquer le premier ou en laisser l'initiative aux Allemands avant de riposter. Staline décide de laisser venir les troupes d'Hitler. Les divisions soviétiques stationnées dans le saillant reçoivent l'ordre d'organiser 7 ou 8 lignes de défense emboîtées et échelonnées sur près de 200 km de profondeur. Lorsque les Allemands s'essouffleront, l'armée rouge attaquera. Staline confie le commandement des opérations aux maréchaux Zhukov et Vassilevski. En 1943, l'industrie soviétique a surmonté les difficultés et surgit dans les premières années de la guerre. Bien qu'au début sa capacité de production ait été réduite de moitié, elle surpasse maintenant celle du Reich. Loin derrière l'Oural, des usines sidérurgiques forgent jour et nuit l'acier destiné aux chars et aux obus de l'armée rouge. Avions et chars sont produits à la chaîne. Non plus à titre défensif, mais avec l'idée bien arrêtée de poursuivre la guerre sur le sol allemand. Cette abondance de matériel permettra à l'armée rouge de s'imposer lors du plus grand combat de chars de l'histoire. L'armada réunie est considérable. Durant 3 mois, 500 000 wagons acheminent du matériel sur Koursk. Les soviétiques regroupent 12 armées dans le saillant, dont 2 blindés. 2 flottes aériennes sont mises à leur disposition. 1 300 000 hommes, près de 20 000 canons et mortiers et plus de 3 600 chars sont à pied d'œuvre. 6 autres armées, dont une blindée et une flotte aérienne, sont tenues en réserve. Le maréchal Zhukov dirige la mise en place des troupes. Le saillant, 160 km de largeur à sa base, sur 120 km de profondeur, pointe vers l'ouest. Le maréchal Rokossovski commande le front central. Le maréchal Vatutin, celui de Voronej. Le maréchal Koniev, les forces de réserve. Fin prêt, ils s'attendent à une attaque nazie entre le 3 et le 6 juillet. Le maréchal von Manstein, qui commande le groupe d'armées sud, n'est pas enthousiasmé par le plan d'Hitler. Il sait que l'adversaire dispose de forces supérieures aux siennes et que le combat risque d'être à sa défaveur. Entre-temps, Himmler inspecte 3 divisions SS, fleurons de ses unités d'élite. La Liebstandarte, la Das Reich, les Totenkopf ou têtes de mort. Purs et durs, ces SS allaient sous peu connaître l'un de leurs derniers et plus féroces combats.
À la veille de la bataille, Hitler exhorte ses troupes. Soldats du Reich, vous allez prendre part à une importante offensive qui pourrait décider du sort de la guerre. Mais plus encore, votre victoire prouvera au monde entier que résister à la puissance de l'armée allemande est futile. D'autres messages sont lus en Allemagne. Le monde qui nous regarde devrait retenir son souffle. Nous sommes prêts à nous battre. La guerre est justifiée, l'Allemagne doit accroître son espace vital. C'est pourquoi nous sommes prêts, si besoin est, à réduire le monde en cendres. Du côté russe, la poste fonctionne toujours. Lettres provenant du foyer qui n'existe plus. De villages éliminés au lance-flammes. De mères, de pères, d'enfants, d'épouses qui vivent un cauchemar ou sont déjà morts. Dans les secteurs occupés, des parents de soldats, devenus maquisards, livrent leur propre bataille. À travers la haute vallée du Donetsk, les champs de blé qui blondissent ondulent sous une brise légère venant de l'ouest. Image de paix, ô combien illusoire. Les Soviétiques ont posé des mines tout autour de leur périmètre. Des soldats, dissimulés dans des trous creusés au milieu de ces champs de mines, attendent les panzers. Ces champs sont aménagés pour les attirer vers les canons anti-chars russes, placés de telle manière que les servants couvrent tout l'espace. Des milliers de canons russes sont pointés. Plus de 900 lance-roquettes déployés. Les célèbres Katyusha, aussi appelés orgues de Staline. Le moral est au beau fixe. 2 des armées de campagne ont combattu à Stalingrad. À la fin juin, Koursk est en effervescence. 2 200 000 hommes, plus de 6 000 chars, 29 000 canons et mortiers sont prêts au combat.